Bonjour à tous, dans les vidéos précédentes, nous avons fait le point sur l'information génétique et sur l'origine de nos différences entre frères et sœurs, par exemple. Nous allons essayer de comprendre maintenant l'origine des maladies génétiques qui font que certains individus de notre population présentent une singularité. Vous êtes prêts? C'est parti! Qu'est-ce qu'on entend par maladie génétique? Les maladies génétiques, parce qu'elles ne sont pas toutes seules, il y en a beaucoup, c'est l'ensemble des maladies qui sont causées par un ou plusieurs gènes défectueux, tiens, j'ai oublié l'accent, ou alors par une anomalie chromosomique. Ça veut dire dans le cas d'un gène défectueux qu'on travaille sur un gène dont un des allèles déclenche la maladie. Quand on est dans le cas d'une anomalie chromosomique, ça veut dire qu'on a une anomalie du nombre de chromosomes. On va donc voir les deux catégories d'exemples. Nous avons ici un karyotype. Donc je vous rappelle que le karyotype, c'est le classement des chromosomes par paire et par ordre de taille. Donc on commence par le 1, le 2, le 3, etc. À la fin, nous avons les chromosomes sexuels. Ici, nous avons XX, nous sommes donc chez une fille. Et si on regarde l'ensemble des chromosomes, nous avons les 23 paires, y compris les chromosomes sexuels. Et nous avons ici une anomalie. Donc, nous sommes sur le chromosome 22. Si je prends mon classement, j'ai donc les paires 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, jusqu'à 22. Et au lieu d'en avoir 2, j'en ai 3. Donc ça s'appelle la trisomie. On retrouve zomie, zome, chromosome, tri, 3. Donc 1, 2, 3. Alors, on va parler de trisomie numéro 22, trisomie 21, trisomie 15, trisomie 18. Vous avez compris? La trisomie porte le nom de la paire de chromosomes sur lequel il y a l'anomalie. Essayons de comprendre comment se forme une trisomie. Dans le cas de la trisomie 21, il a été prouvé, d'après 170 cas étudiés, que l'origine de cette trisomie provient d'une malformation des gamètes, en majeure partie, 61% des cas, lors de la première division de la fabrication côté maternel, c'est-à-dire de leur fabrication des ovules. Je vous rappelle que quand on fabrique, on fait une première division. Alors, on a une paire et toc, on sépare les paires. Et ensuite, en deuxième division, on casse le chromosome double en chromosome simple. Donc, dans 61% des cas, l'anomalie, elle se passe ici, chez la mère. Dans 15% des cas, elle se passe à ce niveau-là, chez la mère. Ça peut arriver chez le père, dans 11% des cas, à ce niveau-là. Et encore dans 11% des cas, à ce niveau-là. On va essayer de dessiner cette méiose, c'est-à-dire fabrication des gamètes, anormale. Prenons une cellule parentale diploïde, on est ici chez la mère. Nous avons donc deux chromosomes 21. Alors bien sûr, il y a tous les autres chromosomes, mais on représente que la paire 21 puisqu'on s'intéresse qu'à la trisomie 21. Donc en temps normal, à la première division de méiose, on mettrait un chromosome là et un chromosome là. Or, il se trouve que dans 61% des cas, nous avons les deux chromosomes 21 qui viennent ici et que là, on n'a rien. Ensemble vide. Si on continue la division, nous sommes en deuxième division de méiose. Nous allons donc séparer les chromosomes doubles en chromosomes simples. Celui-là va se casser. On va en mettre un ici. L'autre morceau, on va le mettre là. Celui-là va se casser en deux. On va mettre une chromatide ici, l'autre chromatide là. Nous avons donc ici des ovules qui possèdent deux fois le numéro 21. Or, si ces ovules vont rencontrer un spermatozoïde qui lui amène normalement un chromosome 21, vous aurez compris que nous allons avoir 3,21 dans la cellule œuf issue de la rencontre de cet ovule et de ce spermatozoïde. Nous sommes donc dans une trisomie, ici la trisomie 21. De l'autre côté, cette cellule qui n'a reçu aucun chromosome 21 va continuer de se diviser puisqu'elle a tous les autres chromosomes. N'oubliez pas, je n'ai représenté que les 21. Donc ici, 0,21, 0,21. Par contre, le père, lui, amène un chromosome 21, ce qui veut dire que les cellules œufs ne vont posséder qu'un seul chromosome 21. On va donc parler de monosomie 21. Alors, elle possède tous les autres chromosomes, de numéro 1, de numéro 2, etc. Mais un seul chromosome. Donc, celui-là, il est viable, il va survivre. Celui-là ne va pas survivre, il va mourir. Nous avons vu donc que chez la mère, dans 61% des cas, il y a une anomalie en première division. Essayons de représenter l'anomalie qui aurait lieu en deuxième division. Si
Nous prenons maintenant le deuxième cas où nous avons donc une anomalie en deuxième division. Ça sous-entend que la première division se fait normalement. On sépare donc les paires de chromosomes. Et par contre, nous avons une anomalie en deuxième division. Alors, je considère qu'ici, j'ai une séparation normale. Je vais donc avoir séparation des chromatides. Et donc, je vais avoir ici, finalement, une cellule œuf normale. Ça va être la même chose pour l'autre cellule. Par contre ici, si je fais une mauvaise division, c'est-à-dire que mes deux chromatides vont se séparer, mais elles vont rester du même côté. Et là, ensemble vide, je ne mets rien. Le spermatozoïde apporte le 21. Qu'est-ce qui se passe? Ici, j'ai un 21 avec rien. J'ai donc une monosomie. Et là, je me retrouve avec 3 chromosomes 21. J'ai donc une trisomie. Travaillons maintenant sur une maladie dont l'origine provient d'un allèle anormal d'un gène. Le cas de la mucoviscidose. Nous avons ici un gène porté par le chromosome numéro 7 qui fonctionne anormalement et qui va être responsable de plusieurs anomalies de fonctionnement au niveau de la peau, des poumons, du foie, du pancréas, de l'intestin, des organes génitaux. L'allèle à l'origine de cette maladie va provoquer un épaississement des mucus. Donc les mucus, ce sont tous les liquides que nous produisons pour humidifier, par exemple, nos ouvertures. La salive est un mucus. Dans le nez, nous avons du mucus. Dans les yeux, nous avons du mucus. Bref, ces personnes atteintes de mucoviscidose vont produire un mucus très épais. Et le problème, c'est que ça va encombrer leurs poumons. Ils vont donc avoir du mal à respirer. C'est ce qui fait qu'ils vont aller 2 à 3 fois par semaine chez le kiné pour faire des massages respiratoires. Alors, si ça ne touchait que les poumons, ça irait. On pourrait vivre avec, mais voilà. Ça va toucher tous les organes, en fait, qui produisent du mucus, donc des liquides, comme les liquides digestifs, du pancréas, de l'intestin. Les liquides génitaux, je vous rappelle que le sperme est un liquide contenant les spermatozoïdes, donc il faut bien du liquide pour transporter les spermatozoïdes. Donc là aussi, ça va être touché, là c'est touché, là c'est touché, là c'est touché. La peau également va être touchée. La mucoviscidose touche une personne sur 4000. Il y a 60 ans, l'espérance de vie était de 7 ans. Les enfants nés en 2007 avaient une espérance de vie de 25 ans. Les enfants nés dans nos années 2015-2016 ont une espérance de vie qui atteint les 45 ans. Essayons de comprendre donc comment est-ce qu'on peut être atteint de mucoviscidose. La mucoviscidose est donc une maladie qui est transmise puisqu'elle est due à un fonctionnement anormal d'un gène. Nous avons donc sur le chromosome numéro 7 le gène qui est responsable de l'état du mucus. Donc soit nous avons un allèle normal qu'on appelle grand M, soit nous allons avoir un allèle malade, petit m. On sait que l'allèle grand M est dominant sur petit m, c'est-à-dire que quand vous avez un individu qui possède grand M, petit m, donc sur sa paire numéro 7, cet individu ne sera pas malade. Donc pour être malade, il faut avoir 2 fois petit m. Donc m est dit dominant et petit m est dit récessif. En travaillant sur l'arbre généalogique de cette famille, on peut retrouver le génotype, c'est-à-dire les allèles que possède chacun des individus. Donc dans cette famille, nous avons un garçon ici qui est malade. S'il est malade, ça veut dire qu'il possède forcément petit m. Alors je vous rappelle qu'on représente les chromosomes par une barre. Donc 2 chromosomes, 2 barres, et chacun possède petit m. Si cet individu a petit m, je vous rappelle que si on possède 2 chromosomes, c'est parce qu'on en a reçu un de maman. Donc hop, maman, elle a au moins un petit m, et on a reçu l'autre chromosome de papa qui a été apporté par le spermatozoïde. Donc on sait que papa et maman ont tous les deux donné un petit m à leur enfant. Ça veut dire que tous les deux possèdent petit m sur un de leurs chromosomes numéro 7. Les parents sont-ils malades? La légende nous dit qu'en vert, ce n'est pas malade. Donc ici, pour ne pas être malade, ça signifie qu'ils possèdent l'allèle grand M dominant. Nous avons donc ici des parents qui possèdent les 2 versions du gène, l'allèle grand M et l'allèle petit m. Concernant maintenant les autres enfants, ils ne sont pas malades. Cela signifie qu'ils possèdent au moins un grand M. Et ensuite, on va avoir 2 possibilités. Soit ils sont grand M, ou alors ils sont grand M, petit m. Et ça, c'est valable pour ces deux-là. On n'a pas moyen de le savoir. Le seul moyen de le savoir est d'attendre qu'ils se marient et de voir leur descendance. Voici une autre maladie génétique, la drépanocytose, qui touche 3000 cas par an en France et à peu près 50 millions de personnes dans le monde. Elle est principalement localisée en Afrique, dans les Antilles, en Inde. Alors cette maladie, elle s'exprime comment? Eh bien, dans votre sang, vous avez des globules rouges qui sont normalement ronds et qui peuvent passer dans tous les tuyaux. Les personnes atteintes de drépanocytose vont posséder des globules rouges en forme de fossiles,
complètement déformés. Pourquoi? Parce qu'ils produisent une hémoglobine qui s'associe, qui forme des bâtons, qui vont déformer et rigidifier les globules rouges, les empêchant de se tordre, comme par exemple ici, celui-là il s'écrase pour passer dans le petit vaisseau. Donc ces globules rouges ici ne se déforment pas. Ils vont donc s'accumuler dans les passages étroits et créer donc des bouchons, des caillots de sang. Donc les conséquences, ça va être des occlusions, c'est-à-dire des bouchons, des vaisseaux sanguins, ça va entraîner des grosses difficultés respiratoires, ça va entraîner des saignements et ces personnes-là donc doivent faire très attention à leur circulation sanguine et aux différentes maladies qu'ils peuvent contracter car ils vont avoir du mal à faire circuler leur sang. Ils vont manquer d'oxygène quand ils vont faire de sport. Pourquoi? Parce que les globules rouges ne peuvent pas passer dans tous les vaisseaux. Intéressons-nous maintenant à la transmission de la drépanocytose. Donc ici nous sommes dans le cas du gène de la fabrication de l'hémoglobine qui est situé sur le chromosome numéro 11. Il y a deux versions, deux allèles. HBA qui est dominant, qui va être responsable de la fabrication de globules rouges normaux puisque l'hémoglobine va être normale et ne va pas s'agglutiner en petits filaments rigides. Alors que dans le cas où nous avons l'allèle HBS qui est récessif, si nous avons donc deux HBS, l'hémoglobine va s'agglutiner en bâtons qui vont déformer les globules rouges et qui ne pourront plus passer dans les vaisseaux sanguins. Donc essayons de voir la transmission au sein d'une famille. Dans le cas de cette famille à étudier, nous avons un papa qui est malade, une maman qui n'est pas malade, deux enfants qui sont malades et un bébé à venir. Si le papa est malade, cela signifie qu'il possède forcément deux exemplaires de l'allèle récessif HBS-HBS. La maman n'est pas malade. La question est, a-t-elle HBA-HBS ou est-elle HBA-HBA? Je vous rappelle que HBA est normal et domine HBS. Donc, cette maman, il va falloir déterminer si elle a les deux allèles normaux ou un allèle normal et un allèle anormal. Étudions les enfants. Nous avons ici un garçon malade, ce qui signifie qu'il a HBS 2 fois, et une fille également qui possède HBS 2 fois. S'il possède des enfants malades, c'est que forcément la maman possède l'allèle HBS. Et oui, je vous rappelle que si nous possédons deux chromosomes, c'est que nous en avons reçu un de papa et un de maman. Donc ces deux enfants ont reçu un HBS de leur papa et forcément un HBS de leur maman. Donc cette maman n'étant pas malade, elle ne peut pas être HBA-HBA, elle est forcément HBA-HBS. Maintenant, cette maman attend un troisième enfant. On peut donc se demander quel est le risque pour cet enfant d'être malade. Pour déterminer le risque de cet enfant d'être atteint de drépanocytose, nous allons donc faire un tableau de croisement. Dans un tableau de croisement, je vous le rappelle, on représente les allèles apportés par la mère et les allèles apportés par le père. Donc la mère, elle est HBA-HBS. Elle va fabriquer ses ovules, on sépare les pères. Il va donc y avoir un ovule avec HBA et un ovule avec HBS. Le papa, lui, ne peut fabriquer que des spermatozoïdes qui contiennent HBS. Donc on sépare la paire, HBS et HBS. Nous allons donc maintenant réunir les deux gamètes pour faire une cellule œuf. Dans cette cellule œuf, j'ai HBA qui s'associe avec HBS. Ici, j'ai HBS qui s'associe avec HBS. Et là, je recommence, même chose, HBA qui s'associe avec HBS. Et ici, HBS avec HBS. Donc, j'ai 4 fœtus possibles dans mon tableau de croisement. Ici, donc, si je calcule la probabilité d'avoir HBA, HBS, je compte, j'en ai 1, 2, là non, j'en ai 2 sur 4. La probabilité d'avoir un enfant malade, HBS, HBS, j'ai 2 sur 4, c'est-à-dire 1,5. Donc, ce couple a une chance sur 2 d'avoir un enfant malade, HBS, HBS, et une chance sur 2 d'avoir un enfant qui est dit porteur sain, parce qu'il possède l'allèle normal et l'allèle récessif.